Bienvenue à tous dans ce 33e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr, la boutique de référence des maillots vintage. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de défense. Quelle meilleure occasion pour vous présenter le maillot de Gary Payton de la saison 1995-1996. Une superbe pièce de collection que Rookie Republic vous propose. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO33. N'oubliez pas également que Rookie Republic vous proposera de nombreuses surprises à l'occasion du Black Friday ce 26 novembre. Il y a quelques semaines, nous vous avions raconté l'incroyable invention du basketball par le Dr Naismith. Comme nous l'avions dit, sa principale préoccupation était de s'éloigner du football américain en proposant un jeu bien plus pauvre en contact. Les premiers matchs de basketball ne comptaient que peu de points inscrits et il fallut attendre les années 50 pour voir se développer un jeu bien mieux organisé. Résolument offensif, le basketball est un sport au rythme effréné, où la seule façon de gagner est en mettant la balle dans l'arceau. Car oui, contrairement à la Ligue 1, le match nul n'existe pas en NBA. Ne comptez donc pas sur un 0-0 pour repartir avec au moins un point. Alors, cela veut-il dire que la défense n'existe pas au basketball? Évidemment que non. Des Boston Celtics des années 60 aux Detroit Pistons des années 80, nombreuses sont les équipes à avoir été sacrées championnes avec la défense comme mot d'ordre. Chicago avait beau compter sur le prodige Michael Jordan, quand la bande à Bill Laimbeer se mettait sur lui, ça faisait des dégâts. Dans les années 60, l'ultra dominant Wilt Chamberlain se heurta constamment au mur Bill Russell, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire. Le Celtic de raconter: quand j'étais sur les parquets, j'étais dans un état de transe totale. Je pouvais tout entendre et tout voir et rien ne me distrayait. Je pouvais anticiper chaque mouvement que les joueurs faisaient. Si les règles du basketball favorisent clairement l'attaque, il existe toutefois de nombreux gestes pour protéger son panier. Le plus fameux et spectaculaire, le contre. Pour être légal, cet axe doit être effectué alors que la balle est dans sa phase ascendante ou qu'elle n'a pas encore quitté la planche. Cette règle a été instaurée dans les 50s pour limiter la domination outrancière dans la peinture du pivot de 2,08 m George Mikan. C'est dans les années 60 que le contre, appelé block en anglais, commença réellement à s'imposer dans le jargon du basketball. En NBA, le record de contre en un seul match est détenu par Elmore Smith, avec 17 unités. Mais il faut savoir que les blocs et les interceptions ne sont comptabilisés officiellement que depuis 1973. Avant cela, une légende urbaine dit que Wilt Chamberlain avait réussi une feuille de stats incroyable, faite de 53 points, 32 rebonds, 14 passes, 11 interceptions et 24 contres. Oui, vous avez bien entendu. Évidemment, les joueurs les plus à même de réaliser des contres sont les intérieurs, mais ce n'est pas une science exacte. Citons les lutins Muggsy Bogues ou Nate Robinson, qui s'imposèrent face aux ogres Patrick Ewing et Yao Ming. Hakeem Olajuwon, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning ou Ben Wallace, nombreux sont les joueurs à avoir marqué l'histoire à travers leurs blocs. Car oui, ce mouvement est sans aucun doute l'un des plus spectaculaires du basketball, tout en donnant un coup de massue psychologique à l'adversaire. Bill Russell de s'exprimer: l'idée n'est pas de bloquer tous les tirs, c'est que votre adversaire croit que vous allez le faire. Allez, entrons dans le vif du sujet. Nous allons aujourd'hui vous proposer notre top 5 des plus grands contres de tous les temps. C'est parti! Si son tragique décès a évidemment atténué les critiques à son égard, il ne faut pas oublier que Kobe Bryant a longtemps été la cible d'une bonne partie des fans de basketball. Au début de sa carrière, Kobe faisait souvent figure d'un jeune homme égocentrique et bien plus porté sur l'attaque que la défense. Bon, si Bryant voulait donner tort aux mauvaises langues, on peut dire qu'il y réussit. En 2000, des Lakers en pleine ascension semblaient bien partis pour remporter leur premier titre depuis les années 80. Oui mais voilà, l'équipe de Shaq et Kobe se fit totalement surprendre en play-off par les toujours vaillants Blazers. La franchise de l'Oregon menait alors de 15 points au 4e quart-temps du match 7. Autant vous dire que si vous aviez pu parier en direct sur les Lakers, vous auriez gagné une vraie fortune. Petit à petit, les Californiens revinrent sur les talons des Blazers, pas prêts à rendre les armes. Dernier quart-temps du match, l'armoire à glace Bonzi Wells se défait de Rick Fox
pour offrir 2 points ô combien précieux à son équipe. Minute papillon, Bryant s'envola et plaqua la balle au sol. Ce qui fait toute la force de ce contre est qu'il assomma le moral des Blazers, qui perdirent totalement leurs moyens. Finalement, ce bloc de Bryant, son 4e dans le match, permit aux Lakers non seulement de remporter la série, mais également le titre quelques semaines plus tard. Kobe se remémora cet épisode en disant « Banzi Wells c'était le pire match-up pour moi. Il me donnait le tournis. Je crois que je m'en suis bien sorti ce soir-là. » Alors que les années 80 avaient connu une véritable transformation du basketball, désormais bien plus spectaculaire, la décennie suivante vit un retour au jeu rugueux et défensif. Qui dit années 90, dit Chicago Bulls, mais pas que. Au début de la décennie, les hommes en rouge menaient une féroce rivalité contre les New York Knicks de Patrick Ewing. En 1993, la bande de Michael Jordan venait de remporter 2 titres consécutifs et semblait tout simplement inarrêtable. Mais les New-Yorkais ne l'entendaient pas de la même oreille. Lors des brûlantes finales de conférence 1993, tous les pronostics changèrent lorsque les Knicks prirent une avance de 2-0. Pas si vite, car de retour devant son public, Jordan reprit les choses en main en inscrivant 54 petits points pour égaliser la série. Nous sommes donc au match 5, dans l'atmosphère bouillante du Madison Square Garden. Chicago mène 3-2. Dépassé d'un petit point à 20 secondes du buzzer final, il ne fallait alors qu'un panier aux Knicks pour continuer leur épopée. Naturellement, la balle tomba dans les mains de Ewing, qui l'a remis à Charles Smith en tombant au sol. Un petit lay-up et le tour était joué. Oui mais voilà, la défense des Bulls proposa alors un incroyable récital. Tour à tour, Horace Grant, Michael Jordan et Scottie Pippen bloquèrent non pas une, mais 4 fois le pauvre Charles Smith. Interrogé après le match, Scottie Pippen déclara « Je n'ai pas grand chose à commenter, je pense juste qu'on a plutôt bien défendu ce soir ». Cruellement, B.J. Armstrong marqua un panier ouvert juste après l'action. Les Knicks perdirent finalement la série en 6 matchs. Les Bulls de leur côté, ils s'en allèrent évidemment remporter le titre. Si vous croyez que les années 80 étaient le pic de la défense et du jeu lent, attendez de voir le nouveau millénaire. Une fois Jordan retraité, la NBA vit le rythme de ses matchs s'écrouler et les défenses reprendre les choses en main. Héritiers des Bad Boys, les Detroit Pistons de 2004 étaient une équipe extrêmement soudée et agressive. Dans celle-ci, se comptaient des spécialistes de la défense, comme Chauncey Billups, Richard Hamilton, Rashid et Ben Wallace et Tayshaun Prince. Nous sommes donc en 2004 et les Punias Pistons faisaient figure de candidats possibles au titre. Face à eux en finale de conférence, se trouvaient les toujours sérieux Pacers de Reggie Miller. Menés 1-0 dans cette série, les Pistons savaient qu'ils se mettraient dans de beaux draps en perdant le match 2, ce qui n'était pas loin de se produire. Une trentaine de secondes à jouer, Détroit mène de 2 petits points. Wallace est alors bloqué par Jermaine O'Neal, mais ce n'est pas fini. Les Pistons récupèrent la balle et repartent à l'attaque. Mais non, ils perdent la possession et Reggie Miller se retrouve tout seul pour égaliser le match. One thing I had in my mind is I know Reggie don't like to dunk the basketball. You know, Reggie occasionally dunks the basketball, so I already got in my mind where I need to. Reggie Miller! And it's blocked again! What a block! How did Prince get there? What a block! Les Pistons finirent non seulement par remporter le match, mais en plus par être sacrés champions cette année-là. Menés 2-0 face aux Pacers de Reggie Miller, il n'est pas dit que l'histoire aurait été la même. Tayshaun Prince de s'exprimer à la fin du match. Avec 2 points d'avance seulement, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Il fallait que je fasse quelque chose rapidement. Vitesse et précipitation, pourquoi choisir? Prince a fait les deux et Reggie Miller doit encore en faire des cauchemars. Les New York Knicks, vous vous en souvenez? Un an après la débâcle face aux Bulls, l'équipe de Patrick Ewing profita de la retraite de Michael Jordan pour se hisser en finale. Problème, il se trouvait face à eux un autre pivot affamé de titres, Hakeem Olajuwon. 1994, Houston affronte New York, qui a 2 doigts de pouvoir être sacré champion cette année-là. Les 2 doigts de qui? D'Hakeem Olajuwon. Quelques secondes restant dans le match et les Rockets ont 2 petits points d'avance. En marquant un panier, les Knicks peuvent donc égaliser et se rapprocher du titre en prolongation. Les New-Yorkais mettent la balle en jeu dans les mains de John Starks, pourtant auteur d'un match catastrophique jusqu'à là. Un petit panier, c'est tout ce qu'il lui faut. Oui mais voilà,
Olajuwon se rue sur lui et bloque le tir du bout des ongles. Les pauvres New-Yorkais finirent par perdre ce match, puis le suivant quelques jours plus tard. Si près du Saint Graal dans les années 90, New York tomba toujours dans les grosses pommes dans les instants cruciaux. Alors, pourquoi ce contre à la dernière seconde du match 6 des finales NBA n'est pas à la première place de notre classement? Parce que, difficile à croire, mais quelqu'un a osé faire mieux. Numéro 1, la tension est à son comble, alors plantons le décor sans plus tarder. Match 7 des finales NBA entre LeBron James et Stephen Curry. Que demande le peuple? Si LeBron James est classé aussi haut dans la liste de meilleurs joueurs de tous les temps, c'est tout d'abord car le natif de l'Ohio est l'un des basketteurs les plus complets de l'histoire. Bon marqueur, bon créateur de jeu, bon leader, mais aussi bon défenseur. En 2013, James avait déjà étalé toutes ses qualités athlétiques en bâchant avec autorité le Texan Thiago Splitter. Cette année-là, le King venait de remporter le 2e titre de sa carrière, non sans critique. Car oui, incapable de glaner le trophée suprême avec l'effectif moyen des Cleveland Cavaliers, LeBron James avait eu besoin de Dwayne Wade et Chris Bosh pour toucher le ciel avec Miami. LeBron ne peut pas gagner seul, voilà ce que les mauvaises langues observaient après son parcours en Floride. Une fois ses premières bagues acquises, il était temps pour James de conclure la quête à laquelle il était destiné, enfin permettre aux Cavaliers de devenir champions. L'histoire, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, mais quel plaisir de la redécouvrir. De retour chez lui dans l'Ohio en 2014, LeBron n'attendit pas bien longtemps avant de ramener son équipe vers les finales. 44, 39 et 40. Voilà le nombre de points inscrits par James lors de l'édition 2015. Malheureusement, bien trop esselé en raison des blessures de Kyrie Irving et Kevin Love, il ne put que rendre les armes face à des surprenants Warriors. La franchise californienne n'était-elle qu'une surprise passagère? C'est ce que certains pensaient, et ils avaient tort. Car dès l'année suivante, l'équipe de Stephen Curry conclut ni plus ni moins que la meilleure saison régulière de tous les temps. Direction ensuite les finales, non sans difficulté, pour retrouver, nous vous le donnons en mille, le Cleveland de LeBron James. Cette fois-ci, LeBron n'avait plus besoin de faire cavalier seul. Mais même l'armada des Cavs au complet fut incapable de tarir des Warriors incandescents. 10 juin 2016, Cleveland avait perdu le match 4 et était désormais mené 3-1. Pas besoin de fouiner trop longtemps dans les livres d'histoire. Aucune équipe dans le passé n'avait remonté un tel écart. C'était donc acté, LeBron James allait perdre les 4e finales de sa carrière. 13 juin 2016, touchés mais pas abattus, les Cavs respirèrent un peu en revenant à 3-2 dans cette série. 3 jours plus tard, l'incroyable se produisit lorsque la clique de LeBron James écrasa les Warriors pour égaliser à 3 partout. Incroyable mais vrai, ces finales NBA censées être terminées depuis longtemps s'étendirent jusqu'au paradis des fans de balle orange, un match 7. Avec une telle pression, cette rencontre ne fut pas une orgie offensive, mais une véritable guerre de tranchées. 1 minute 56 à jouer dans le dernier quart-temps et le score est à égalité 89 partout. Irving tente un tir, il le rate et le rebond est pris par André Iguodala. Nous sommes dans les tout derniers instants de ce match crucial et le public retient son souffle. L'intelligent Iggy avait une contre-attaque grande ouverte devant lui et un petit point pourrait suffire pour être sacré champion. Oui, mais un LeBron James sorti de nulle part en décida autrement. Contrairement à d'autres, cette action n'est pas restée dans les mémoires avec un surnom funky, mais simplement par The Block. Comme s'il était déjà acté qu'il n'y aura jamais meilleur contre dans l'histoire de la ligue. Un magnifique tir d'Irving quelques instants plus tard permit aux Cavs de terminer le plus grand retournement de situation de l'histoire de la NBA. Et vous, vous avez d'autres blocs marquants dans votre mémoire? Partagez-les nous en commentaire et dites-nous ce que vous avez pensé de ce rétro sous forme de top. À très vite!